Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette enquête d'évaluation que nous avons consacrée ce matin à la restitution d'une évaluation de l'initiative Santé en commun, qui a été la principale réponse de l'Agence française de développement à la crise du Covid-19. Je suis Jean-Claude Pires, je dirige le département évaluation et apprentissage de l'AFD. Pour cette conférence, je voulais tout d'abord vous indiquer et vous inviter à visiter à nouveau notre site institutionnel afd.fr et ses pages d'évaluation, car nous avons, depuis notre dernière enquête d'évaluation de fin d'année dernière, procédé à l'actualisation de notre politique de suivi et d'évaluation du groupe AFD. Je vous invite à la découvrir sous une forme complète ou sous une forme allégée. Pour cette séquence consacrée donc à cette évaluation de l'initiative Santé en commun, je voudrais présenter nos différents intervenants. J'appellerai tout d'abord M. Jean-Sébastien Ponty, du ministère des Affaires étrangères, Direction générale de la mondialisation, qui est sous-directeur de la Direction des Affaires globales, à introduire cette séance par l'ouverture de l'action de la France dans le cadre multilatéral à l'occasion de cette réponse à la crise Covid, et de revenir sur les conclusions de cette évaluation pour ce qui concerne les enjeux relatifs à l'équipe France dans son ensemble. Ensuite, je céderai la parole à Laetitia Huard, qui a eu la lourde tâche de présider le groupe de référence qui accompagnait tout ce processus d'évaluation, et qui nous donnera à la fois, qui était à l'époque donc directrice de scientifique de Santé publique France, qui est actuellement professeur des universités. Et elle reviendra sur à la fois le contexte de cette crise Covid et sur la manière dont a été conduite cette évaluation et comment ce groupe de référence a pu piloter ce travail. Je passerai ensuite la parole à l'équipe Technopolis, qui est le cabinet qui a été mandaté par l'Agence française de développement pour mener cette évaluation, représentée par Mathieu Lacave et une collègue qui sera en ligne. J'inviterai ensuite, dans un deuxième tour de table, notre collègue Agnès Souka, qui est responsable du service santé à l'Agence française de développement, qui viendra également revenir sur les évaluations, les leçons tirées de cette évaluation pour ce qui concerne le secteur de la santé. Thomas Bellogno, directeur exécutif de l'innovation, de la recherche et des savoirs et chef économiste de l'AFD, reviendra pour sa part sur les leçons plus générales que l'AFD tire de cette expérience du Covid. Et enfin, Megan Kennedy-Schwan, qui est chef de l'unité d'évaluation de l'OCDE et secrétaire du réseau EVADNet, mettra en perspective les conclusions de cette évaluation, et notamment par rapport à ce qui ressort d'évaluations conduites par d'autres bailleurs de fonds, d'autres membres de l'OCDE. Voilà pour ce qui concerne le programme. Je vous fais part de quelques détails techniques. Nous allons échanger pendant 1h30, 1 heure consacrée aux présentations et interventions, puis une demi-heure consacrée à des échanges questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions au fil des prises de parole, par écrit uniquement, et sur la section dédiée aux questions de notre outil. Nos invités ils répondront lors de cet échange d'une demi-heure au final. Et puis à la fin de la conférence, vous recevrez l'enregistrement de cette séquence. Nous pourrons aussi ajouter au fil des discussions un certain nombre de liens vers des documents, et en particulier évidemment la synthèse de cette évaluation qui vient d'être publiée en langue française et anglaise sur les sites de l'AFD, mais d'autres documents pourront également vous être communiqués par ce biais. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Jean-Sébastien Ponty pour le ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à l'AFD de nous donner l'opportunité de cet échange aujourd'hui. Merci bien sûr au cabinet Technopolis pour tout le travail qui a été fait sur l'évaluation de l'initiative Santé en commun. Ce qui me donne aussi l'opportunité de vous rencontrer puisque j'ai pris mes nouvelles fonctions de directeur adjoint des affaires globales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. 3 parties peut-être dans mes propos que j'essaierai d'être aussi bref que possible. Quelques éléments de contexte, un retour sur l'évaluation du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et puis après quelques éléments de perspective. Le contexte, je pense que tout le monde l'a bien à l'esprit.
c'est le contexte d'une crise sans précédent, la crise du Covid-19 qui a pris de court l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, avec la nécessité de mettre en place dans l'urgence, en bilatéral et en multilatéral, des outils et des mécanismes qui pouvaient être déployés rapidement. En la matière, l'initiative Santé en commun, qui est le volet sanitaire de la contribution de l'AFD à la riposte de la France à la crise du Covid-19, a été une très belle initiative et un outil essentiel de cette réponse. On y reviendra avec la mobilisation de 1,2 milliard d'euros en 2020, reconduite en 2021, on est arrivé à la mobilisation de 1,8 milliard d'euros, ce qui sont des montants considérables. Et donc, la France, par le biais de l'Agence française de développement, a répondu à l'urgence. Autour de 3 objectifs que je rappelle rapidement pour cette initiative: renforcer les capacités de diagnostic et de surveillance épidémiologique, sécuriser le parcours de soins, du dépistage au traitement des cas sévères, et atténuer les conséquences sociales de la crise, qui était un élément essentiel de la réponse à la crise. Et je salue ici le travail de l'AFD, par exemple, au Maroc, pour accompagner les autorités dans le processus de généralisation de la couverture maladie à l'ensemble de la population. Donc, sur cette base, après ces quelques éléments de contexte, l'évaluation met en valeur un certain nombre de réussites et quelques points de progrès. Le premier élément souligné, et je pense que cette réponse a été massive dans l'urgence et a permis de montrer concrètement l'engagement de la France auprès de ses pays partenaires en réponse à l'épidémie. Je pense que dans ce contexte, et c'est ce que l'évaluation démontre, et le cabinet Technopolis y reviendra, on peut juger très positivement l'initiative Santé en commun, à la fois dans la rapidité de sa mise en œuvre, l'ampleur des moyens financiers et humains utilisés, et la réalisation des objectifs assignés, ainsi que les résultats obtenus. Il y a naturellement quelques points de progrès que l'on prend en compte, que l'AFD a pris en compte, que l'équipe France, dans son ensemble, a pris en compte, y compris le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Parmi ces enseignements que l'on prend en compte, que l'on a pris en compte, je retiens l'articulation entre, la nécessaire articulation entre la réponse d'urgence et le long terme, qui doit être mieux pensée dès le début, la question de la couverture géographique également de notre réponse, et de l'adéquation aux besoins effectifs des pays. Également, la nécessité que cette articulation puisse bien penser à la fois l'urgence et le long terme. Dans ce contexte, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en lien avec l'ensemble des opérateurs, a d'ores et déjà intégré un certain nombre de ces enseignements, comme nous le voyons dans le cadre notamment de la flambée du virus Mpox, même si on est face à une situation différente. Ce premier enseignement, c'est la nécessité, au-delà de l'urgence, de bien penser dès le début les questions de prévention, pour faire pour éviter qu'une telle crise ne se produise, et également d'insister sur la préparation pour mieux équiper nos partenaires pour être prêts à réagir le moment venu, réduire les conséquences sanitaires, sociales et humaines. Concrètement, la France s'est mobilisée en ce sens dans les longues et complexes négociations qui ont abouti en mai 2024 à la révision du règlement sanitaire international, qui est, je me rappelle, l'unique instrument international contraignant à cette date en matière de contrôle de la diffusion internationale des épidémies. Je pense également aux négociations qui se poursuivent pour adopter un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, qui donnera un cadre beaucoup plus vaste et complet à la lutte contre les pandémies, 2 éléments qui seront des éléments essentiels de coordination à l'international. Je pense également à tout le travail qui est fait par la France dans le cadre du fonds pandémie, créé en 2022, soutenu par la France, et dont les financements à long terme à destination des pays qui ont plus besoin sont dédiés au renforcement des capacités de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies. Je pense également à la position portée par la France dans les instances internationales telles que Gavi, l'Alliance pour les vaccins, pour soutenir la vaccination et la production locale et régionale de vaccins et de produits en santé dans les pays les plus touchés, notamment en Afrique.
En conclusion, je retiens un bilan très positif et tiens à remercier l'ensemble de l'AFD, des équipes de l'AFD qui sont très fortement mobilisées au sein de l'équipe France pour mettre en œuvre cette initiative Santé en commun. C'est un travail considérable. Et merci également d'avoir organisé cette restitution publique qui nous permet de tirer collectivement des enseignements pour l'avenir. Je vous remercie. Merci, M. Conti. Je cède sans plus attendre la parole à Laetitia Hugard, qui nous rappellera le contexte de cette évaluation et le rôle qu'elle a joué important pour piloter cet exercice dans le cadre de ce groupe de référence. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui parce que c'est un exercice important, cette restitution des travaux d'évaluation qui ont été faits pour ce programme Santé en commun 2020. J'ai eu le très grand honneur et le très grand plaisir surtout de présider le groupe de référence de l'évaluation de cette initiative. À ce moment-là, comme ça a été dit, j'étais directrice générale adjointe de la crise scientifique de Santé publique de France et je viens de retrouver les fonctions de professeur d'université en santé publique depuis quelques jours. Je parle donc à la fois avec une très bonne compréhension de ce que c'est pour une institution que d'être face à une crise Covid qui nous a tous bousculés de façon très importante, et aussi avec un intérêt académique personnel majeur sur les processus d'évaluation qui m'ont été présentés et qui sont assez remarquables. Donc avant de revenir vraiment sur le déroulé de cette évaluation, de comment ce groupe a travaillé, moi ce que je veux c'est que nous prenions juste quelques instants ensemble pour nous replonger en 2020, pour nous replonger dans ce premier trimestre 2020. Et je vous encourage à vous remémorer mentalement ces images de villes chinoises, fantômes, qui nous ont tous fait basculer dans un monde différent. Alors oui, on se rappelle de la crise Covid, et on fait rarement cet exercice. Et quand on fait cet exercice, on se rappelle que oui, c'est pas si anecdotique que ça, ce qui s'est passé. C'est pas, voilà, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, inégalé dans notre parcours à nous, et qu'il faut vraiment repositionner pour pouvoir bien mesurer l'évaluation, le programme et les conditions de réalisation et de mise en œuvre de ce programme. En Europe, on a tous observé nos voisins, on a constaté que ces moments étaient sans précédent pour tout le monde, qu'on était face tous aux mêmes problématiques, qu'on partageait et qu'on avait des solutions qu'on testait, qu'on essayait et qu'on regardait chez les voisins. Donc vraiment un partage au niveau européen qui a été assez exceptionnel. On était dans un contexte, je vous le rappelle, d'incertitude absolue. On ne savait pas si la pandémie arriverait, quand elle arriverait, comment elle arriverait. On ne savait pas quelle était la gravité de la maladie. On avait des bruits, une dissonance dans le monde scientifique, parfois amplifiée par les médias, par les enjeux entre les différents acteurs. Et c'est ce contexte-là d'incertitude absolue qu'il faut vraiment prendre en compte quand vous allez écouter l'ensemble de cette restitution. Alors, cette situation, elle a peut-être résonné encore plus fortement dans des territoires non européens, notamment en Afrique, où les défis étaient tout aussi marqués. Et donc, face à cette urgence absolue, il a fallu réagir en faisant tout ce qu'on pouvait, tout ce que nous pouvions, aussi efficacement possible, dans un contexte où chaque jour comptait. On dit toujours qu'il a fallu réagir rapidement. Rapidement, à la crise Covid, c'était chaque jour. Nous avons tous été soumis à de fortes pressions, charge de travail immense, des conditions de travail inédites, avec des échanges limités, et où les acteurs qui étaient en première ligne étaient parfois eux-mêmes pas totalement disponibles. Et ça, c'est aussi important dans le cadre de cette évaluation, parce que ça affecte évidemment la réalisation des programmes. Donc évidemment, il a fallu, comme ça a été dit dès le départ, penser à des échelles temporelles différentes, à la fois de l'urgence immédiate, du jour, et de l'urgence à plus long terme, puisqu'on a assez rapidement pu constater que la crise aurait un impact assez long, et ça, on peut clairement le voir dans les axes du programme qui vont vous être présentés. Donc, le groupe, moi, que j'ai eu le plaisir de présider, était composé de membres externes, qui étaient institutionnels, parlementaires, associatifs, ainsi que des membres internes à l'AFD, issus des différentes directions concernées par cette évaluation. Le groupe s'est réuni à 3 reprises, et ce qui nous a permis de suivre l'ensemble du processus, donc du cadrage de l'évaluation jusqu'à l'élaboration des conclusions et des recommandations finales. Les échanges, ils ont été particulièrement riches, grâce en fait à différentes perspectives des personnes qui étaient représentées dans le groupe, aux expertises différentes,
et aux positions qui étaient représentées. Cette pluralité, elle a pu véritablement enrichir l'évaluation à chaque étape en apportant des points de vue qui sont complémentaires et qui ont pu nourrir les travaux qui ont été conduits. Nous avons eu des débats passionnés, vraiment des débats, une écoute attentive, des convergences de vues sur la plupart des éléments communs, et malgré un calendrier qui a été très serré pour les équipes d'évaluation, j'étais assez dubitative initialement en regardant le calendrier, donc de juin 2023 à février 2024, nous avons toujours eu la liberté de discuter, de proposer des ajustements, de soulever les points spécifiques, sans jamais altérer évidemment l'intégrité de l'évaluation. Et ces échanges, ils ont été absolument riches et cruciaux. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des membres du groupe de référence, internes et externes, qui ont contribué de façon très riche et diverse et qui ont participé activement à ce groupe. Je tiens à souligner l'énorme travail qui a été fait par les équipes d'évaluation, tant en termes de qualité que de quantité. C'est ce qui a été souligné par les membres du groupe. Donc, merci à tous pour votre présence. C'est très frustrant de ne pas vous voir, mais en tout cas, merci à tous pour votre présence et je vous souhaite un temps d'échange riche en réflexion et en enseignement. Merci Madame Huillard pour cette introduction et pour votre témoignage en tant que présidente de ce groupe de référence. Je profite également de cette occasion pour vous remercier au nom de l'AFD, car votre contribution et votre animation de cette instance très plurielle a été essentielle pour la bonne réussite de nos travaux. Je cède désormais donc la parole à Technopolis, qui a été le cabinet que nous avions mandaté pour conduire cette évaluation. Donc Mathieu. Merci beaucoup de nous donner la parole et de nous donner la possibilité de présenter les résultats de cette évaluation. Je ferai donc la présentation à deux voix avec ma collègue Soher Dani, qui est en distanciel. Pour rebondir sur le point que vous faisiez dans votre introduction, comment se replonger dans le contexte, effectivement, c'est très important. Et c'est peut-être une leçon aussi en termes de, on peut tirer en termes de méthodologie d'évaluation, c'est pas tout à fait pareil d'évaluer une intervention en crise, enfin, en situation de crise, par rapport à une intervention en situation normale, de développement, etc. Donc, ça peut être intéressant aussi de capitaliser sur les méthodologies d'évaluation de ce type d'intervention. C'est pas le sujet d'aujourd'hui et ça sera peut-être pour une prochaine fois. Mais effectivement, la temporalité est importante. Juste pour rappel, et je vais démarrer sur l'introduction, mais le 30 janvier, l'OMS déclare la pandémie comme urgence internationale, etc. Dès début février, il y a les premières notes qui circulent au sein de l'AFD, au sein du ministère des Affaires étrangères, au sein des cabinets, sur déjà des premières esquisses d'une initiative. En mars, ça commence, début mars, on commence à avoir une initiative qui commence à être structurée avec des papiers, des cadres, des engagements financiers, des chiffres qui circulent. Et puis finalement, le 2 avril 2020, 2 mois, je dirais, à peine après la déclaration de l'OMS, une initiative avec un programme, des engagements financiers et puis des décisions d'octroi qui commencent à arriver. Et donc qui est approuvé par le conseil d'administration à cette date-là, avec donc une initiative qui va être structurée dès le départ autour de 3 axes pour l'année 2020. En 2021 viendra un 4e axe, mais c'était pas le sujet de l'évaluation. Mais dès 2020, avec 3 enjeux clés à traiter, l'un qui est le renforcement des capacités de diagnostic et de surveillance épidémiologique. Un deuxième axe orienté autour de la sécurisation des parcours de soins, du dépistage jusqu'au traitement des cas sévères. Et puis un troisième axe important également, l'atténuation des conséquences sociales à la crise, qui a fait intervenir d'ailleurs toute une série de projets qui n'étaient pas nécessairement dans le secteur de la santé proprement dit, puisque l'une des caractéristiques de l'initiative Santé en commun, c'était d'avoir une grosse focale santé, mais aussi de traiter d'autres sujets que de la santé. Donc, nous, le périmètre de l'évaluation, c'était vraiment l'année 2020 et plutôt les interventions de l'initiative Santé en commun orientées dans le secteur de la santé. Si on dresse un bilan pour donner quelques chiffres avant de donner la parole à Soher, au final, sur l'année 2020, c'est près d'1,2 milliard qui ont été engagés via l'initiative, 71 nouveaux projets, 29 réallocations de projets. Évidemment, une grosse partie via des prêts qui reste un instrument pondérant d'intervention
l'Agence française de développement, mais qui renvoie aussi au fait que le mandat d'intervention de l'AFD n'a pas été touché au moment de l'initiative, n'a pas été revu, d'où le fait que la part des prêts reste relativement importante dans le portefeuille d'intervention. Et puis là aussi une répartition des fonds, 1 milliard à peu près sur de nouveaux projets avec des parties prenantes, des opérateurs habituels de l'AFD pour une grande partie, et puis une réallocation sur des projets déjà existants pour environ 260 millions d'euros. Autre caractéristique peut-être aussi sur le bilan, c'est la prochaine planche, c'est la rapidité, vous en parliez, c'était au jour le jour. Là, je dirais que le bilan est, je pense, très satisfaisant, si on regarde vraiment en termes de capacité à engager, à octroyer les financements. En 3 mois à peine, 2 avril, validation au conseil d'administration, avril, mai, juin, en 3 mois, les montants de fonds octroyés, c'est quand même tout à fait important, c'est quasiment 1 milliard de fonds sur les 1,2 milliard sur l'année 2020, avec également, si on regarde, puisque c'est intéressant de regarder évidemment l'octroyé, mais c'est aussi intéressant de regarder ce qui a été versé, puisque c'est quand même l'indicateur pour savoir si finalement les projets se font, délivrent, etc. On a quand même 65% des fonds octroyés en avril, à partir d'avril 2020, qui sont effectivement versés sur l'année 2020. Et ensuite, effectivement, il y a un glissement, puisqu'il y a un certain nombre d'activités qui ont démarré dans les projets, étaient sur des projets parfois pluriannuels, avec des activités qui se sont déroulées sur 2 ou 3 ans. Effectivement, fin 2023, on a encore 18% des fonds qui sont utilisés, mais ça montre bien quand même la capacité à la fois à l'AFD d'avoir réussi à engager les fonds dans des délais extrêmement contraints, et en même temps les porteurs de projets sélectionnés, les réallocations, à délivrer un certain nombre d'activités sur le terrain autour des 3 axes d'intervention. Si on regarde une autre question qui était dans le cadre d'évaluation, c'était également de regarder un peu l'allocation des fonds au regard des priorités françaises, des priorités géographiques françaises, des besoins pays. Là aussi, on reste quand même dans le cadre d'un bon alignement avec les préoccupations de la France, et notamment évidemment du Quai d'Orsay. Une grande partie des subventions vont aux pays prioritaires de la France, le pourcentage des subventions reçues. Alors, ça dépend évidemment des différentes catégories de projets qu'on a, et puis on a une grosse concentration de l'intervention sur les pays africains et notamment francophones. Donc, je dirais que l'enjeu qui était de répondre présent dans les pays africains est plutôt été bien rempli de ce point de vue-là. Soher, si tu peux continuer, s'il te plaît. Entendu, merci Mathieu. On s'est également interrogé sur la coordination de l'action de l'AFD avec les réponses au niveau multilatéral et bilatéral. Et donc, globalement, la coordination a été satisfaisante avec les bailleurs internationaux et l'équipe France. Nos investigations montrent que la réponse de l'AFD a été conçue en complémentarité avec l'action des autres bailleurs internationaux. Cependant, en pratique, la coordination s'est toutefois révélée difficile à maintenir, surtout dans le contexte d'urgence dont on parlait précédemment, où chaque bailleur a voulu agir rapidement. Donc, parfois, voilà, c'était pas évident d'avoir une information fluide qui circulait bien. Sur le terrain également, on a observé que les échanges de l'AFD avec les partenaires techniques et financiers sont restés aussi assez faibles. En tant que réponse bilatérale, l'évaluation montre que l'initiative s'est avérée cohérente avec le reste de la réponse française à la crise. Cependant, là aussi, cela aurait pu être mieux coordonné, étant donné les nombreux canaux de communication bilatéraux en place simultanément entre opérateurs, ministères et autres parties prenantes de la réponse française. Alors, on l'a dit, l'AFD a démontré sa capacité à agir dans l'urgence, donc en s'appuyant sur l'existant et en simplifiant ses procédures d'instruction.
Le pari a été de s'appuyer sur des projets existants en majorité ou sur des partenaires qui étaient connus pour les nouveaux projets qui ont été créés. Et ce pari a été gagnant. Puisque, donc on l'a vu, en termes d'octroi, de nombre d'octrois, de nouveaux concours et de réallocations, voilà, dès juin 2020, on avait un bon rythme. 80% des fonds avaient déjà été engagés, soit près de 900 millions d'euros. Alors toutefois, cette réponse rapide, s'est faite au fil de l'eau, dans l'urgence, a eu un coût. L'agence n'a pas eu le temps d'analyser en amont les besoins organisationnels en termes de ressources humaines pour déployer l'initiative. Donc la réponse à l'urgence a pesé sur un petit nombre de personnes au sein de la division santé et protection sociale surtout, donc où il y a eu une surcharge de travail, un coût humain important. Il n'y avait pas de mécanisme interne permettant de réaffecter temporairement du personnel en soutien à ces équipes mobilisées. Également, sur le terrain, on a observé qu'il y avait un manque de ressources humaines avec des compétences en santé publique ou en santé mondiale, notamment dans les pays où la santé n'était pas inscrite dans le cadre d'intervention pays de l'AFD. Donc là aussi, la division santé et protection sociale de l'AFD était ponctuellement sollicitée par les agences pour le suivi des échanges techniques dans les pays. Enfin, l'AFD aussi a rencontré des difficultés de suivi et de redevabilité de l'initiative dans son ensemble et au niveau projet. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. En termes de répartition des nouveaux projets par axe d'intervention, donc on peut voir ici sur les graphiques à droite, en termes de fonds octroyés, c'est l'axe 2 qui a reçu une majorité de fonds. Donc l'axe 2, sécuriser les parcours de soins, de dépistage au traitement des cas sévères. Et si on s'intéresse au nombre de projets soutenus, donc ce sont les axes 2 et 3, donc également l'axe 3, atténuer les conséquences sociales de la crise, qui ont eu un plus grand nombre de projets soutenus. À noter ici que les projets couvrent plusieurs axes. Certains projets couvrent plusieurs axes, donc c'est pour ça que la somme des pourcentages est supérieure à 100. Alors, en termes de mesure des résultats de l'initiative Santé en commun sur l'année 2020, tout d'abord, il faut noter, comme je le disais précédemment, que le cadre de suivi et de redevabilité de l'initiative est resté limité, ce qui a rendu un peu difficile l'analyse consolidée des résultats. Donc, à l'échelle de l'initiative, il n'y a pas eu d'indicateur de résultats et d'impact prédéfinis, ni d'indicateur de suivi consolidé. Un cadre logique a été développé tardivement, mais il n'a pas été utilisé. Toutefois, comme on disait, en termes de réalisation, il y a eu un bon niveau de réalisation des projets, avec un taux de versement qui atteint 91% fin 2023. Et aussi, donc malgré ces limitations du cadre de redevabilité, il est possible de conclure à l'existence de résultats probants, et notamment sur les axes 1 et 2 de l'initiative. Donc nos analyses en tant qu'évaluateurs se sont appuyées sur des missions de terrain dans 2 pays, au Cameroun et au Sénégal, où on a regardé un petit peu en détail les projets qui ont été soutenus là-bas, et la revue d'un échantillon de 15 projets de l'initiative. Alors, si on regarde chacun des axes, donc l'axe 1 de l'initiative avait pour objectif un appui à la surveillance, au diagnostic, au suivi épidémiologique. Il s'agissait donc d'aider à la compréhension de la maladie, d'apporter un appui aux autorités en
en produisant des données qui pouvaient aider à la prise de décision. Et dans cette perspective, l'AFD a poursuivi le soutien au réseau de surveillance qu'elle accompagnait, par exemple le CARFA, le soutien au réseau des laboratoires Resaolab en Afrique de l'Ouest, qui a été soutenu en formation, en matériel, en équipement, mais aussi sur la mutualisation des moyens d'analyse. On peut noter également Ecomor en Asie du Sud-Est, une initiative menée par l'Institut Pasteur qui a permis un soutien qui a permis un soutien dans des pays comme le Cambodge, le Laos, le Myanmar, les Philippines et le Vietnam. Sur l'axe 2, soutenir la mise en place de parcours de soins pour générer la crise Covid. Donc là également, des initiatives intéressantes. On peut citer par exemple le projet Alima, qui a contribué à la prévention et au contrôle des infections en milieu hospitalier et à l'établissement de parcours de prise en charge des patients. Et puis sur l'axe 3, donc cet axe qui a ciblé notamment les populations les plus vulnérables pour atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise. Là aussi, un certain nombre de projets intéressants. On note par exemple le projet SOS Médecins au Sénégal, qui a permis des transferts monétaires pour des communautés vulnérables en période post-récolte. Quelques facteurs de succès de ces projets qui ont été analysés. Donc, on voit que ces projets s'appuient sur des équipes expérimentées, tant dans leur domaine de compétences que dans la gestion et la coordination de projets complexes. Ce sont des équipes projets santé qui ont su établir une veille pour avoir une bonne vision de l'état des connaissances de la maladie, adapter leurs interventions au fur et à mesure. Ce sont aussi, on note des projets qui ont su, notamment sur l'axe 3, cibler les populations les plus vulnérables en s'appuyant sur les informations et les parties prenantes locales, avec un engagement des acteurs dans les prises de décision, également pour pouvoir identifier les acteurs les plus pertinents. À l'inverse, quelques axes de progrès, quelques difficultés qui ont été également observées sur cet échantillon des 15 projets. Donc, on note des contraintes administratives et techniques rencontrées dans la mise en œuvre des projets. Alors, ça peut être en raison des problèmes d'accès au terrain, donc dans cette période de restriction, des lenteurs administratives ou pour l'acquisition d'intrants. On note également des limites dans la construction même de certains projets, par exemple une prise en compte insuffisante des enjeux liés au genre, des projets également qui sont parfois construits sous un angle d'urgence et qui ne présentent pas de stratégie de sortie ou de durabilité des résultats. On a noté aussi des chevauchements parfois sur le volet recherche opérationnelle, là aussi dans un contexte où un grand nombre d'acteurs ont souhaité agir vite et il n'était pas évident toujours de coordonner les études en cours. Et puis des difficultés aussi à influencer les décideurs publics. Donc, on était dans un contexte parfois sensible politiquement et donc des équipes qui n'avaient pas toujours le poids suffisant pour se faire entendre par les décideurs. Merci Soraya. Je vais conclure juste pour présenter un peu les leçons finalement qu'on tire et j'espère que ça fera écho à ce que va vous présenter nos collègues de l'OCDE, parce que nous, on a tiré à notre modeste échelle, pas sur l'ensemble des bailleurs, quelques leçons. On a quand même regardé, pour tirer ces leçons-là, quelques évaluations qui étaient disponibles à l'époque, notamment j'ai en tête l'évaluation de la DG INPA de la Commission européenne qui avait évalué son intervention dans le cadre du
Covid-19. On a regardé également l'évaluation de la coopération, enfin, du ministère des Affaires étrangères sur la réponse allemande à la crise Covid. Et puis, on avait eu l'occasion également de faire un ou deux travaux évaluatifs pour d'autres acteurs de l'équipe France. Donc, la première leçon, c'est d'abord d'utiliser les structures financières, humaines, managériales, matérielles, tirées des projets pré-pandémie, c'est-à-dire s'appuyer sur l'existant. Et je pense que c'est quand même un des facteurs de succès de la capacité à aller vite, à engager les fonds, que de reposer sur l'existant et pas réinventer la roue, pas réinventer les cadres d'intervention, des critères d'éligibilité, etc. Je pense que ça paraît évident, mais dans d'autres circonstances, on a pu voir des nouvelles choses créées en situation d'urgence qui n'ont pas nécessairement bien fonctionné. La deuxième leçon, encore une fois, c'est une leçon plutôt à l'équipe France, pas uniquement pour l'AFD, c'est peut-être à l'aune de l'expérience de l'initiative Santé en commun, c'est en situation d'urgence re-questionner peut-être les mandats, les cadres stratégiques d'intervention, en l'occurrence ici de l'agence, puisque finalement l'intervention c'est situé dans le cadre du mandat de l'AFD tel qu'il était défini en 2020, avec des contraintes géographiques, puisqu'il y avait encore les 19 pays prioritaires, on était précis ici de 2023, avec sans création de nouveaux fonds en subvention en tout cas. Donc un cadre relativement contraint, et peut-être que les situations d'urgence peuvent justifier de se poser la question de casser ce cadre-là. Troisième leçon, c'est également peut-être mettre en place une instance de pilotage de l'équipe France pour mieux coordonner les interventions entre les différents opérateurs. Finalement, on a le sentiment, en ayant regardé ce qu'ont fait les autres opérateurs, que ce soit dans le secteur de la santé ou en dehors, qu'il y a eu une forme de course à l'urgence où chacun a voulu faire, je dirais, son programme, son intervention, parce qu'il y avait urgence, parce qu'il y avait besoin de moyens massifs sur le terrain, donc c'est justifié. Néanmoins, une coordination aurait pu être utile, avec une logique un peu de spécialisation aussi des acteurs en fonction des compétences, des domaines d'expertise de chacun des acteurs, et ça c'est peut-être quelque chose à réfléchir pour de futures crises. Une autre série de leçons qui sont plutôt pour l'AFD, je dirais, dans son organisation interne, tiennent d'abord à comment mieux gérer, et c'est plus un questionnement qu'une leçon, mais en tout cas, c'est la difficulté qu'il y a à gérer la tension entre la nécessité de l'urgence sanitaire, donc d'agir rapidement, et la difficulté à documenter objectivement les besoins, puisque finalement, beaucoup de projets se sont appuyés sur les cadres nationaux de riposte réalisés par les États, qui eux-mêmes finalement ont pu parfois dupliquer les craintes qui pouvaient exister dans les pays européens, refléter les bailleurs, etc. Et dans certains pays, la dimension des problèmes n'était pas nécessairement identique, la nature des problèmes n'était pas identique à ce qu'on a pu connaître dans les pays du Nord, et donc des réponses parfois pas nécessairement suffisamment bien adaptées, bien ajustées. Donc il y a peut-être à réfléchir à des mécanismes plus collégiaux d'engagement, mais encore une fois, il y a la tension avec l'urgence, donc c'est très compliqué à gérer. Autre élément tiré de l'évaluation, c'est comment concilier urgence et développement, puisque l'ambition à travers l'initiative Santé en commun, l'ambition de l'AFD initialement, c'était d'essayer de mettre en place des projets dits à double détente, qui interviennent sur l'urgence à court terme, mais qui pensent le futur via des actions de développement. Clairement, l'approche a été compliquée à mettre en place, et je suis pas sûr que ce soit une réussite complète. Autant sur l'urgence, ça a bien fonctionné, autant penser le développement a été plus compliqué. Ce qu'on propose comme piste de réflexion, c'est d'avoir des enveloppes non affectées, par exemple, dans les budgets pour penser les sorties de crise 6 mois après le début du projet, une fois que l'urgence est un peu passée, si encore, dans le cadre du Covid, 6 mois après, elle était passée. C'est tout le problème de la crise Covid, c'est qu'elle a duré aussi. Donc, encore une fois, c'est des leçons, ça invite à réfléchir, mais c'est pas nécessairement des solutions clés en main, puisque c'est compliqué à traiter.
Autre élément important d'un point de vue organisationnel, c'est ce que disait Soher, il y a eu une forte concentration des moyens au sein de l'AFD sur un petit nombre de personnes, et en termes organisationnels, il y a peut-être à penser une forme de réserve opérationnelle d'urgence au sein de l'AFD pour faire face à ce genre de crise. Et si l'AFD, qui est quand même une agence de développement, est amenée à intervenir sur des situations d'urgence et de crise, il faut être capable d'adapter son organisation et de la planifier, cette adaptation, et donc de documenter aussi les mesures d'assouplissement en termes procédural, en termes de gestion. Donc ça, c'est important de garder la mémoire de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et enfin, dernier élément, c'est sur la redevabilité. C'est ce que je disais en entrée préliminaire. Il y a peut-être un travail à faire de capitalisation sur comment on crée des cadres de redevabilité sur des situations d'urgence et comment on intègre cela aussi dans des évaluations qu'on fait 2 ans après, qui sont très faciles à faire finalement, puisque nous, on n'a pas vécu l'urgence, voilà, on était un peu en position comme ça, mais voilà, on a essayé de refléter la réalité de ce qui s'est passé en 2020. Je vous remercie de votre écoute et encore une fois, merci à l'AFD de nous avoir donné l'occasion de faire cette évaluation. Merci au cabinet Technopolis pour cette présentation des conclusions de l'évaluation et des leçons qui en sont tirées. J'aimerais lancer une deuxième séquence de notre séance qui sera, elle, beaucoup plus portée sur les suites qu'envisage de donner l'AFD et l'équipe France à ces diverses leçons. Et pour ce faire, je vous demanderai de bien vouloir céder votre place à Agnès Souka, qui est donc responsable de la division santé et protection sociale de l'AFD. Je souhaiterais également que nous rejoigne Thomas Mélodou, notre chef économiste, directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche. Et puis Mégane Kennedy-Schwan, donc de l'OCDE, du cadre de l'OCDE, responsable de l'unité d'évaluation, secrétaire de ce réseau des évaluateurs des États membres de l'OCDE. Merci, bienvenue. Agnès, je souhaiterais donc que tu nous expliques quelles sont l'état des réflexions au niveau du secteur santé et protection sociale que vous tirez de ces évaluations et quelles perspectives opérationnelles vous avez commencé à envisager. Merci. Donc, je voulais d'abord remercier toute l'équipe des évaluateurs parce que c'est une évaluation remarquable qui nous est aujourd'hui très utile et à laquelle nous continuons de nous référer pour enrichir notre réflexion sur l'action de l'Agence française de développement et du groupe AFD aujourd'hui dans la santé et la protection sociale en post-Covid, en post-crise. Aujourd'hui, 5 ans après le coup de tonnerre dans le ciel qui n'était peut-être pas si serein, mais de 2020, qu'avons-nous appris et comment nous réorganisons-nous collectivement pour répondre à ces défis? Alors, je mettrai l'accent dans le temps qui m'est imparti sur peut-être 5 points qui sont justement des points d'ancrage dans cette évaluation, mais qui nous amènent aujourd'hui à réfléchir au futur et à transformer la manière dont nous opérons dans les secteurs de santé et de protection sociale. Et donc le premier point, c'est vraiment la capacité qui est mise en lumière par cette évaluation, à la fois capacité financière avec l'ampleur des montants qui ont été ceux mobilisés par Santé en commun, et capacité opérationnelle de mise en œuvre du groupe AFD dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur de la protection sociale. En fait, l'AFD intervient dans la santé, nous sommes depuis 20 ans. Nous avons fêté cet anniversaire cette année, mais dans la protection sociale depuis moins de temps, seulement depuis une dizaine d'années. Mais dans les deux cas, a développé, donc on le voit, une force de frappe, une capacité technique pour intervenir dans ce secteur, et les financements sont significatifs. Bien sûr, ces financements ont été beaucoup plus importants pendant la crise, mais ils restent importants aujourd'hui, ils sont en augmentation régulière, et ils traduisent à la fois une demande des pays, mais également un savoir-faire de plus en plus important de l'institution dans ces secteurs,
et une véritable réponse stratégique à des besoins nouveaux qui sont liés à l'évolution des défis de santé mondiale, entre autres les évolutions qui sont liées aux crises sociales, mais bien sûr surtout aux crises environnementales. On pense vraiment à la liaison entre cette pandémie Covid et les questions de biodiversité, de changement climatique et le risque pandémique qui reste aujourd'hui. Donc cette capacité de réponse qui est là, qui est dans le groupe, qui est un atout pour la France, qui est un atout pour son rôle dans la communauté internationale. Il est là aujourd'hui, il est dans le groupe AFD. Je crois que l'évaluation conforte ce diagnostic. Et nous essayons donc depuis 3 ans, en prenant en compte les leçons d'évaluation, de renforcer nos équipes. Nous avons réfléchi au profil des experts que nous avons. Nous avons vraiment reconstruit notre capacité sur la base de ces leçons et de ce que nous avons pu collectivement et mondialement ne pas voir avant la crise Covid, en particulier sur certains investissements dans les institutions de bien commun, les institutions qui répondent aux risques pandémiques et aux risques aujourd'hui qui sont posés par les questions environnementales, avec l'approche, en particulier l'approche une seule santé, élargir notre vision de la santé et comprendre les enjeux de demain. Et ça nous amène, et c'est mon deuxième point, à la question géographique qui a été posée sur donc ce qui est le mandat de l'AFD, etc. Donc depuis, nous avons eu l'adoption des 10 priorités du Conseil présidentiel sur le développement, du CICID. Donc vraiment, nous avons maintenant aujourd'hui un accent qui est beaucoup plus sur les vulnérabilités. Et pour nous, dans notre vision santé et protection sociale aujourd'hui, cette notion d'identifier les zones géographiques de vulnérabilité et de créer des réseaux qui lient les pays qui répondent aux questions interfrontalières, transfrontalières, est absolument essentiel. On a parlé de CARPHA, on a parlé des réseaux de surveillance épidémiologique. C'est aujourd'hui une grande priorité. Et le fait que l'AFD a aujourd'hui cette couverture géographique sur tous les continents est absolument essentiel. Et c'est une priorité pour nous de premier ordre d'investir dans les réseaux d'institutions de santé publique, en particulier de surveillance, mais également de régulation, en particulier de régulation des produits de santé dans toutes les régions du monde, que ce soit dans le Pacifique, dans la région du Mékong, dans l'océan Indien et, comme je l'ai mentionné, également dans l'Atlantique Nord. Troisième leçon, c'est vraiment, et ça a été également mentionné, c'est l'importance de la force de frappe commune des banques publiques de développement et le fait que nous faisons partie de plus en plus de cette alliance et qui s'est formalisée depuis avec le sommet sur le nouveau pacte financier, avec Finance en commun qui est porté par le groupe AFD, et là la création du fonds pandémique qui nous amène effectivement à mieux réfléchir, nous en tant que groupe et nous en tant qu'équipe santé et protection sociale, à l'articulation entre les financements des biens publics mondiaux et les investissements dans les pays, la question de la concessionnalité et la question de la mobilisation de fonds à la fois de fonds à la fois de façon très rapide, ce qui a été mentionné, mais également de synergie entre les différents acteurs. Et ça a été un problème pendant la crise Covid. Et aujourd'hui, nous travaillons à développer, et en particulier sur l'agenda santé et environnement, mais également sur santé et problématiques sociales et inégalités, sur des convergences entre toutes les institutions financières. On a vu que la mobilisation financière a été un des grands succès de la réponse Covid. Nous essayons d'aller au-delà. Ce n'est pas seulement la mobilisation financière, mais c'est également l'accord que nous devons trouver ensemble sur les stratégies.
Et puis, quatrième point qui est lié à cela, c'est vraiment l'articulation bimulti, elle a été mentionnée, qui s'est faite dans la coordination de l'équipe France dans la réponse Covid, mais qui, de façon générale, a eu des faiblesses. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup à cette réarticulation du bimulti en construisant des partenariats avec le Fonds mondial, avec les agences onusiennes et également avec les grands acteurs privés à but non lucratif. Je pense à l'accord que nous avons aujourd'hui de cofinancement dans certains pays avec la Fondation Gates, pour de nouveau essayer de travailler sur ces leviers de la Maison France sur l'ensemble de l'action en santé mondiale dans le monde. Et cette articulation bimulti, elle est particulièrement importante et elle m'amène également au cinquième point qui a été mentionné sur les aspects techniques, qui fait partie des recommandations de l'évaluation. Et là, nous voyons aussi se développer depuis la crise Covid et depuis Santé en commun, un véritable réinvestissement de la question de la science par l'équipe France et de la réalisation que nous avons besoin de porter notre vision de la science et la vision française de l'analyse scientifique en santé mondiale, et que dans le monde d'aujourd'hui et la situation géopolitique d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas simplement nous appuyer sur les institutions internationales. Nous devons mobiliser la recherche française, nous devons mobiliser la voix française et l'évolution vers des instances scientifiques de santé mondiale françaises et européennes, bien sûr, parce que tout cela doit se faire dans une vision européenne. Et pour nous extrêmement importante en tant qu'AFD, parce que c'est vrai que pendant cette pandémie, dans notre action sur le terrain, il y avait des tensions sur les recommandations scientifiques, il y avait des incompréhensions, il y a eu des recommandations qui ont été questionnées, qui ont été mises en cause, et que donc c'est très très important pour nous en tant qu'institution bilatérale de savoir que nous sommes en liaison directe avec ce que peut être le meilleur de la science française et de la recherche française. Voilà, merci. Merci Agnès pour ce point. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont rejoints que vous avez la possibilité dans l'onglet questions de poser vos questions par écrit. Nous avons vu également qu'il y avait un certain nombre de leçons qui concernaient l'AFD dans son ensemble, son organisation, et qui sortaient du strict cadre du secteur de la santé et de la prévoyance. Donc, Thomas Melonio, je te cède la parole pour revenir sur les réflexions actuelles au sein de l'AFD sur ces leçons tirées de cette expérience de manière plus générale. Merci beaucoup Jean-Claude, bonjour à toutes et à tous. Peut-être un mot d'abord sur l'exercice d'évaluation lui-même. Un point qui nous tient très à cœur et qui, je crois, est de portée générale, c'est qu'on voit l'importance de l'indépendance de l'évaluation. Vous avez vu aujourd'hui à la fois les représentants de l'État, de la communauté scientifique, des professionnels de l'évaluation. Dans le groupe de référence, on avait également des parlementaires, représentants de la société civile. Donc, la première chose, la première leçon, c'est qu'il est utile a posteriori de confier à d'autres qu'à soi-même l'enjeu de nous regarder, et on verra même une précision internationale immédiatement après, mais en tout cas d'émettre des recommandations, et en tant que telles, on les accepte et on les prend, et donc je ne vais pas les contester. Voilà, premier message. Deuxième message, on a vu que dans l'évaluation, les choix des 3 axes qui avaient été fixés initialement étaient pertinents pour ce qui concernait l'année 2020. Donc, je vois un élément rassurant de manière générale pour l'AFD, à savoir que même en temps de crise, on peut ne pas s'égarer dans la définition de quelques priorités en nombre limité. Donc ça, c'était un élément pertinent. Je reviens sur un deuxième point qui a été dit à demi-mot par le cabinet Technopolis. C'est vrai que la réponse de l'AFD a été très tournée vers le soutien aux plans nationaux. Donc, ce qui avait un avantage très clair, c'est qu'il y a une forte appropriation par les pays en développement des financements qui ont été apportés. Donc, il n'y a pas eu de sorte de déformation des priorités ou de biais qui auraient été introduits par une AFD qui, par exemple, aurait poussé des thèses très fortes au détriment ou même contre des gouvernements nationaux. Donc, ça, c'est un élément très, très important et je crois positif dans l'évaluation. Vous retrouverez en revanche dans le document d'évaluation qui a été présenté par Jean-Claude au début, il y a des conséquences de ce choix d'appuyer des pays. Une conséquence, c'est que les réponses nationales étaient parfois variées, ce qui veut dire qu'il est assez difficile de restituer un impact d'ensemble des programmes de l'AFD. Je prends un exemple, si on avait été 100% vaccin, ça n'aurait pas été possible en 2020, mais si
ça l'aurait été par la suite, on aurait pu de manière très simple dire voilà le nombre de vaccins qui ont été achetés, le nombre de personnes qui en ont bénéficié. Évidemment, quand on s'appuie sur des plans nationaux, on va avoir une hétérogénéité du type d'objet financé, donc il est plus difficile aujourd'hui de vous dire voilà tout ce que l'AFD a fait en matière de santé. Vous pourrez retrouver des études par pays avec des missions qui ont été effectuées au Sénégal comme au Cameroun. Donc, nous avons accès à cette information. Mais de manière générale, quand on a une initiative qui est multi-pays, même qui concerne un grand nombre de pays, on va avoir plus de difficultés à restituer, à faire une transparence complète sur les actions qui ont été financé par l'AFD. Le deuxième point, et c'est lié à ce que disait Agnès Soukat à l'instant, et je vais insister là-dessus, c'est qu'en période de crise, ce choix de s'appuyer sur des réponses nationales a des avantages. En revanche, peut-être qu'on s'éloigne, dans certains cas, de problématiques régionales, voire globales, si on avait pu avoir une partie du portefeuille plus importante, par exemple, pour des acteurs régionaux ou bien globaux. Donc là, j'ai ce choix. C'est pas pour y revenir a posteriori. En revanche, il peut poser question en cas de survenance d'une nouvelle crise. Peut-être qu'il faudra mieux équilibrer le global, le régional et éventuellement le national. Donc ça, c'est un point important. Deuxième débat qui était très intense dans le groupe de référence. Vous avez vu les chiffres, à peu près 2/3, notamment des moyens budgétaires, de l'argent public qui a été utilisé, a été affecté plutôt des pays moins avancés, dits moins avancés, à l'Afrique. Et il y a eu un débat très important dans le groupe de référence pour gérer deux types de raisons. Peut-être des raisons d'impact recherché. Comme vous le savez, la crise Covid a affecté plus fortement des personnes plus âgées. Or, nos moyens ont été affectés plutôt à l'Afrique, donc avec une population plus jeune. Donc, un raisonnement de stricte efficacité pure aurait amené à se dire, mettons les moyens là où les populations sont plus âgées, parce qu'il peut y avoir peut-être des gains de vie, par exemple, plus importants. Ça n'a pas été notre raisonnement, et de mon point de vue, sans regret, parce que le raisonnement est un peu différent, se disant il y a des pays dont les capacités de réaction vont être plus faibles, donc quand bien même leur exposition a priori serait moindre compte tenu de la jeunesse de la population, en fait c'est quand même là qu'on peut avoir l'impact différencié le plus important. Mais la leçon que j'en retiens quand même, c'est de bien se poser la question au début de chaque crise, où est-ce qu'on pense avoir la valeur ajoutée la plus importante entre des pays peut-être qui semblent plus affectés a priori, mais qui ont également des capacités de réponse plus importantes, et d'autres où l'exposition de premier rang peut paraître moindre, mais où l'action d'une agence extérieure peut être plus déterminante. En tout cas, ça a été un débat important dans le groupe de référence que je tenais à restituer, parce que je pense qu'il peut se reposer dans d'autres crises avec ce débat assez classique dans l'aide au développement, entre l'efficacité et l'équité, et plus généralement la question à se poser, où est-ce qu'on a la plus grande valeur ajoutée. Mais je tenais à faire part de ce débat. Peut-être quelques éléments qui ont été rappelés, sur lesquels je vais insister, qui, je pense, ont une portée générale pour l'AFD. Ça a été dit, la réponse a été rapide du point de vue de l'AFD. C'est une réponse qui n'est pas en jour ni en heure. On n'est pas dans l'hyper-urgence, mais néanmoins, à l'horizon de quelques semaines ou mois, vous avez vu les chiffres, notamment sur le versement des fonds qui ont été apportés par l'AFD. Et là, clairement, le choix de s'appuyer sur des partenaires déjà identifiés, d'avoir des circuits financiers déjà en place, d'avoir déjà franchi pour un nombre important de partenaires, les opérations de transparence, d'avoir déjà des audits existants sur d'autres opérations, par exemple, a été déterminant. Et je crois que là, c'est une leçon très robuste et un bilan très positif peut être tiré de cette modalité d'action. Qu'on a pu voir soit par le lancement de nouveaux projets, mais avec des partenaires qui étaient déjà connus, avec lesquels il y avait déjà d'autres projets en cours, soit pour ce qu'on appelle en très mauvais français des top-up, disons des surcroîts de financement pour des projets existants, soit pour des réallocations de fonds au sein d'enveloppes qui étaient prévues, mais qui ont été réaffectées, par exemple, ça a été dit par Agnès juste avant, pour des actions de santé ou de protection sociale. Donc je dirais que cette stratégie, elle peut être critiquable, on pourrait dire que c'est un manque d'originalité. En revanche, là, on en tire quand même une leçon très forte pour l'AFD, c'est que c'est ce qui permet d'avoir des résultats assez rapides à l'horizon de quelques semaines ou de quelques mois. Donc si on est sur une crise qui au départ nous semblait devoir durer quelques mois, peut-être quelques années, c'est certainement la bonne méthode. Et je crois aussi un moyen d'abord d'éviter des mauvaises utilisations de fonds, ça c'est un premier point, et deux, de s'inscrire dans le temps long. Une leçon aussi de portée générale, ça a été dit par Technopolis, mais je reviens parce que je pense que c'est tout à fait valide. C'est vrai qu'une très grosse charge de travail est arrivée directement sur la division santé, donc de notre organisation interne. Sans doute, on aurait dû soit réaffecter plus de personnel vers les actions de santé et de protection sociale, soit éventuellement répartir différemment la charge. Ça pose également des questions intéressantes et importantes, je crois, entre ce qui est suivi depuis le siège et depuis le réseau. Néanmoins, là, on a vu un élément peut-être de confort pour l'AFD, c'est que la structure assez déconcentrée de l'AFD, avec un réseau important, y compris mais pas partout avec des experts techniques, a permis à un moment où les déplacements internationaux étaient très limités, voire dans certains cas impossibles, d'avoir un suivi
dans les pays un suivi de terrain plus efficace certainement que pour des bailleurs moins déconcentrés. Donc voilà quelques leçons sur l'AFD et que nous pouvons en tirer. Il y a également, et ça a été dit par Jean-Sébastien Conti un petit peu plus tôt, des leçons qui concernent plutôt l'organisation interne du dispositif français. Donc je ne reviens pas là-dessus, Jean-Sébastien Conti l'a fait, mais des enjeux à toujours améliorer la coordination avec le centre de crise et de soutien par exemple, et plus généralement avec d'autres opérateurs des politiques publiques en France, mais comme ça a été déjà dit, je n'y reviens pas. Sur la santé, je me permets une dernière remarque, puisque cette notion urgence-développement a été évoquée, rappelée, et Agnès a joué un rôle important dans cette direction, l'investissement dans les ressources humaines de santé est à la fois un élément de prévention, de gestion de crise, de développement, et je crois que c'est un axe fort que nous avons retiré, qui vaut dans le domaine de la santé, mais qui pourrait, à vrai dire, s'appliquer à d'autres secteurs. Donc voilà, merci encore à toute l'équipe du groupe de référence et aux évaluateurs. Ça a été un exercice très, très précieux pour nous, à la fois au plan technique et puis de manière plus générale. Merci Thomas. Je cède maintenant la parole à Mégane, qui, depuis sa posture à l'OCDE et à Evalnet, pourra nous dire un peu quelles sont les leçons que tirent d'autres bailleurs de fonds qui ont mené ce type d'exercice, voire les évaluations qui sont conduites dans le cadre d'Evalnet. Mégane. Merci beaucoup Jean-Claude et toute l'équipe pour cette opportunité de vous présenter une évaluation stratégique conjointe qui tient et quelques réflexions concernant cette évaluation qui est pilotée par l'OCDE dans le cadre d'une initiative internationale qui s'appelle la Coalition mondiale d'évaluation de la riposte à la COVID-19. Donc, en 2020, on a reconnu que cette crise était une crise différente, unique et qui touchait tous les pays. Donc, on a rassemblé un réseau d'unités d'évaluation de tous les pays, pas uniquement les pays de l'OCDE au sein de CAD, de Evalnet, avec des autres partenaires, par exemple l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Mexique, ainsi que Burkina Faso, avec nos partenaires des unités d'évaluation des organisations des Nations Unies, le OMS, le FMI, la Banque mondiale, etc. Donc, la coalition avait comme fonction de soutenir les évaluations des participants, mais aussi de lancer un cadre commun pour essayer de répondre à quelques questions communes et de coordonner les évaluations. Donc, passons à la prochaine. On voit ici les 6 questions qui ont été développées par ce groupe et qui ont guidé en quelque manière les évaluations individuelles de nos partenaires, mais qui guident aussi aujourd'hui notre évaluation globale. Il concerne notamment la pertinence de l'apporter dans le cadre de la lutte de l'aide, apportée dans le cadre de la lutte contre la pandémie, comment ils répondent ou pas aux priorités et besoins locaux, des partenaires locaux. Et aussi concernant l'efficacité, la durabilité des effets, la cohérence entre les partenaires. Merci. Donc, nous gérons aujourd'hui une évaluation internationale, stratégique et conjointe. Donc, c'est une évaluation assez ambitieuse qui est une évaluation à l'échelle de système. Nous avons plusieurs partenaires qui ont déjà effectué des évaluations, comme celle de l'AFD. On a déjà mentionné l'évaluation des partenaires allemands. Nous avons aussi plusieurs évaluations par l'UNICEF, par exemple, ou des autres partenaires. Mais ce qui nous manque, ou à notre avis, ce qui restait à faire, c'est d'évaluer l'ensemble de ces acteurs et l'impact sur les pays partenaires, avec un accent sur la cohérence d'action internationale. Donc, nous avons comme objectif de documenter la réponse collective et de tirer des leçons, des enseignements. Nous avons remarqué, je trouve que c'était très utile ce qu'elle a fait au tout début de cet événement Madawia, c'est de nous rappeler de ce moment de 2020 et des actions entreprises pendant les 2 ans de pandémie, de la crise, où on a beaucoup de leçons qui n'ont pas été documentées ou vraiment capturées. Donc, on a vu un vrai manque de capturer les leçons et de retourner un peu on a vu un moment où tout le monde, on voulait tous sortir de crise et dire, bon, Covid est derrière nous, on passe à autre chose. Mais je pense que ça sera vraiment dommage de ne pas vraiment tirer ces leçons. Donc, cette évaluation stratégique conjointe, il va fournir une perspective qui a une valeur ajoutée à l'échelle du système, surtout aux pays partenaires où on peut voir les conclusions. Passons à la prochaine.
Nous avons une dizaine d'études de cas qui portent sur les bailleurs de fonds, donc les pays partenaires, les fournisseurs de fonds. Nous avons notamment en Europe, par exemple, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Nous avons aussi les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. Donc, un ensemble de pays assez différents dans leur approche et dans leur réponse à la crise dans le domaine de APD et des autres formes d'aide humanitaire. Nous avons aussi une dizaine des études de cas à l'échelle des pays partenaires où on essaie de voir l'ensemble des impacts. J'étais notamment à Cambodge où j'ai eu le plaisir de rencontrer l'équipe de Team Europe ainsi que l'équipe de AFD et d'apprendre un peu plus sur leur travail avec l'Institut Pasteur à Cambodge. Passons à la prochaine. Donc, nous avons quelques leçons émergentes qui sont, cette évaluation est toujours en cours. On sera finalisé d'ici la fin de l'année. Donc, on tient à continuer à tirer des leçons. Notamment, on va rajouter votre évaluation qui a une très bonne qualité dans nos données. Et on sera l'année prochaine d'essayer de continuer à soutenir l'apprentissage. Donc, j'ai quelques leçons qui sont toujours pas complètement finalisées, mais quelques réflexions et j'allais souligner les 3 ou 4 points qui sont vraiment, que je vois le reflet dans votre rapport concernant la performance de l'AFD. Donc, le premier est l'utilisation, quelque chose qui se passe plutôt bien, c'est l'utilisation de partenariats de confiance et des systèmes qui sont déjà en place pour déployer rapidement des ressources à grande échelle. Donc, on a vu notamment une très grande croissance de l'utilisation de l'aide budgétaire, qui était assez important pour les pays qui se sont trouvés face à une crise financière importante. Nous avons vu aussi, donc passons aux choses qui sont un peu moins bien passées, on a vu une concentration sur les biens matériels, c'est-à-dire les masques ou les gants, etc. Et plus tard, les vaccins, qui a parfois posé quelques questions sur la valeur ajoutée, qui est souligné Thomas. Je pense qu'on a vu une grande, dans le contexte actuel géopolitique, on a vu par exemple à Cambodge, beaucoup de pays qui ont essayé de mettre pas uniquement les vaccins qui sont venus de COVAX, le groupe international, mais aussi de mettre leur propre drapeau sur des vaccins dans les avions qui sont arrivés dans les pays partenaires. Donc, une certaine individualisation qui est, bien sûr, qui porte beaucoup de risques d'avoir une duplication des efforts. Et peut-être un manque de concentration sur quelles sont vraiment les valeurs ajoutées par un certain pays. Donc, je vois que c'est très important ce que a souligné les collègues concernant la vision de la recherche, la capacité de la recherche française et de donner une contribution qui est française et qui porte une valeur peut-être unique pour la France. Et je trouve ça un point positif pour la France. Nous avons vu aussi quelques difficultés, bien sûr, et je pense que c'est difficile autant qu'évaluateur de vraiment juger les actions prises parce qu'on était bien sûr dans une crise, on a fait le mieux possible dans des conditions extrêmement difficiles, mais c'est vrai que votre évaluation, telle que les autres évaluations que nous avons étudiées, montre une pression très élevée sur les personnels, dans des circonstances parfois, surtout dans les pays où on avait par exemple des individus isolés de leur famille pendant plusieurs mois. Et on a vu, et c'est lié peut-être à un certain manque de réactivité pour revoir les décisions quand on avait plus d'informations concernant la crise. Donc, comme Madame Urara nous a rappelé au début, on n'avait pas beaucoup d'informations au début, mais tout de suite, dans les semaines qui sont venues, on avait beaucoup plus d'informations. Et on a vu certaines institutions qui ont eu de mal à revoir ou peut-être de changer les décisions et de changer de direction avec ces nouvelles informations disponibles. On avait aussi vu, et je pense que c'était une question très intéressante qui est discutée dans votre rapport, que beaucoup de changements ont été faits dans les systèmes de développement de projets et d'approvisionnement de fonds, qui parfois peut-être étaient mieux, et pas uniquement dans un contexte d'urgence, mais peut-être qu'on aurait pu garder certaines pratiques et certaines politiques qui ont été allégées. On aurait pu peut-être réfléchir, est-ce qu'on peut peut-être garder ces pratiques habituelles qui sont finalement peut-être trop lourdes
pendant les périodes de crise, mais aussi pendant les temps, entre guillemets, normaux. Donc, j'ai beaucoup apprécié votre recommandation de vraiment étudier les changements qui ont été faits en urgence, mais peut-être aussi d'avoir la possibilité de penser, finalement, ces actes d'urgence sont très utiles dans l'avenir. Donc, je vous remercie encore pour cet échange. Passons à une dernière page. On peut voir notre site Internet où vous pouvez trouver aussi plus d'informations concernant l'évaluation internationale et où nous avons aussi quelques leçons d'une évaluation sur les droits des réfugiés et notre évaluation conjointe concernant la pandémie. Merci beaucoup. Merci Liliane. Je profite également de cette occasion pour vous remercier et témoigner du fait que lorsque nous avons conduit cette évaluation sur Santé en commun, il nous a été à de nombreuses reprises très précieux d'avoir ces échanges avec les collègues que vous avez organisés dans le cadre de cette coalition. Je prends un exemple, lorsque nous étions au terme de cette évaluation, on a pu se rendre un peu sous ton organisation à Bruxelles pour avoir un premier échange avec les collègues européens qui étaient en voie de finalisation de leur propre exercice d'évaluation et où commençait effectivement à voir émerger ces très, très fortes similitudes dans un certain nombre de leçons tirées de ces réponses européennes à la crise Covid. Donc, merci encore et on est évidemment très intéressés à suivre la fin de cet exercice d'ici la fin de l'année, si j'ai bien noté. Merci. Il nous reste donc une grosse quinzaine de minutes pour essayer de répondre aux questions qui ont pu s'exprimer au fil de nos discussions. Et pour ce faire, je vais appeler ma collègue Camille Tchounikin, qui a pu prendre connaissance des questions qui étaient posées en ligne et qui va nous en faire part. Camille Tchounikin ainsi que Claire Kogolwen étaient donc les deux chargés d'évaluation au sein de mon département qui ont eu la lourde charge de piloter tout cet exercice d'évaluation avec le cabinet Technopolis et l'appui du groupe de référence. Merci beaucoup. Alors, on a eu plusieurs types de questions dans le chat. Je vais peut-être vous proposer une synthèse en deux parties. D'abord, une première salve de questions qui concerne un peu plus directement l'évaluation, peut-être à destination des évaluateurs et puis également de la division santé. Alors, une première question sur les types de projets qui ont été financés et la répartition du budget de l'initiative. Peut-être juste repréciser la part de projets qui concernait la production, l'analyse de données sur la question de la surveillance épidémiologique et d'autre part le financement d'institutions ou d'organisations qui étaient au contact des populations. Et alors sur ce premier point de production scientifique, une question plus prospective sur la diffusion des résultats qui peuvent aider les pays à se préparer à d'éventuelles futures crises. Donc quel type de résultats de la recherche diffusée, comment ça peut venir informer les pays. Une question peut-être à destination de Technopolis également. Est-ce que dans vos enquêtes terrain, dans le cadre de l'évaluation, vous avez relevé des éléments sur la perception de l'épidémie par les populations? Est-ce que les projets qui étaient financés dans l'initiative ont rencontré des enjeux de désinformation, d'hostilité par rapport à la maladie du Covid-19? Et enfin, une dernière question avant de vous laisser répondre. Sur la question de la gestion des fonds Covid, une question qui nous dit qu'il y a eu plusieurs scandales suite à la crise d'enjeux de fonds qui ont été mal gérés ou détournés. Est-ce que ça a été un enjeu dans le cadre des financements de santé en commun? Est-ce que c'est quelque chose qui a été relevé dans le cadre de cette évaluation? Je laisse peut-être la place à Mathieu et puis également Agnès si vous voulez répondre avant de préciser d'autres questions. Peut-être que tu veux répondre, enfin peut-être il y a peut-être un premier point sur les organisations qui ont été financées. Il y a eu aussi beaucoup de projets portés par des ONG, par des organisations de la société civile qui ont été financés avec l'idée, je pense aussi, d'atteindre les populations vulnérables dans une logique d'accompagnement, de prise en charge, de traitement. Donc, je dirais que ça répond un peu à la première question. Sur le dernier point, Soher, sur les questions, peut-être sur le degré d'acceptation par les populations locales, etc. Je pense que c'est des sujets qui ont été évoqués dans le cadre des missions sur certains projets comme difficulté je dirais à
dans la réalisation de certains des projets. Je ne sais pas, Soher, si tu veux rajouter quelque chose. Tu avais particulièrement travaillé, toi, sur le Sénégal et puis sur les 15 projets. Oui, absolument. Alors, bon, évidemment, nous, on a été sur le terrain en 2023, donc quelques années après la crise, avec voilà les mémoires qui n'étaient pas toujours très fraîches. Mais oui, il y a eu, et notamment aussi des études financées par l'AFD sur le volet recherche opérationnelle qui ont montré qu'il y avait des difficultés à accepter non seulement les mesures sanitaires de lutte, de prévention de la maladie, mais aussi beaucoup de craintes par rapport aux vaccinations. Et un certain nombre de projets aussi de l'AFD ont eu des approches communautaires pour sensibiliser les populations à ces enjeux, pour discuter, pour voir un petit peu comment, via ces approches communautaires, on pouvait faire entendre les enjeux et l'importance de lutter contre la pandémie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Peut-être deux points pour répondre à la question. D'abord, donc sur la question de l'utilisation des fonds. Je crois que c'est souligné également par les premiers résultats de l'évaluation de l'OCDE. Il y a effectivement une vraie question sur en fait l'utilisation surtout des fonds qui se sont orientés vers des achats de produits et l'utilisation des produits ou en fait la non-utilisation de produits. Il y a une vraie question sur la non-utilisation des masques et des gants, sur des gros achats de produits qui ont été livrés au pays, ou pas, mais lorsqu'ils ont été livrés, très souvent n'ont pas été utilisés. Et ça, c'est, je crois, j'attends l'évaluation de l'OCDE, mais c'est quelque chose que nous avons beaucoup constaté dans les pays, puisqu'aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de demandes pour détruire ces produits, en particulier les vaccins. Donc il y a eu dans l'urgence et dans la complexité de la réponse d'urgence, et ça a été mentionné, donc il y a vraiment cette question de l'accent qui a été mis sur le produit. Alors aujourd'hui également, et ça vient bien au-delà de l'AFD ou de la réponse internationale, c'est vrai que dans beaucoup de pays, il y a un questionnement citoyen sur l'utilisation des fonds pendant la période Covid. Il y a beaucoup de dossiers qui sont étudiés aujourd'hui dans les pays sur l'utilisation de ces fonds. Et je crois que nous sommes encore dans la phase de compréhension des mécanismes. Ce qu'il faut dire dans la question des financements dans la deuxième phase, c'est-à-dire dans la phase après-vaccin, c'est que beaucoup de ces financements, en fait, dans les banques de développement, n'ont pas été utilisés. Parce qu'en fait, la demande n'a pas été là. Donc là, il y a surtout une réorganisation des financements. Et ce qui a été un succès, et cela s'est confirmé par plusieurs rapports indépendants, c'est vraiment le financement de la protection sociale. C'est-à-dire lorsque les fonds sont directement orientés, fléchés vers les ménages, vers les petites entreprises. Il y a eu un véritable effet d'atténuation de la crise, d'effet de politique contre-cyclique économique qui a été absolument déterminante dans les pays qui l'ont mis en place. Et de notre côté, peut-être le dernier point, c'est que c'est justement là où l'approche de partenaire de confiance est un véritable facteur de confort et de sécurité, puisque lorsque les financements vont à ces partenaires de confiance, c'est des partenaires qui sont régulièrement évalués dans leur risque financier, le risque fiduciaire est régulièrement évalué. Et sur ces aspects-là, nous avons eu peu de difficultés au niveau de l'AFD. Merci Agnès. Je souligne néanmoins qu'effectivement, au cours des 2 missions de terrain que vous avez pu réaliser dans le cadre de votre mission d'évaluation, donc Cameroun et Sénégal, il y avait effectivement, bien que ça ne concernait pas directement des
des projets ou des financements de l'AFD, il y avait un certain nombre de travaux de type contrôle par les cours des comptes sur justement la gestion financière et fiduciaire d'un certain nombre de flux financiers qu'avaient reçus les pays au cours de cette réponse aux crises Covid. Voilà. Merci. Camille, tu nous as promis une deuxième salve de questions. Absolument. Alors, une dernière question de Gordon qui nous demande, donc l'évaluation mentionnait la coordination des réponses bilatérales et multilatérales. Est-ce qu'il y a aussi une coopération bilatérale, par exemple avec le FCDO, USAID, la KfW? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans l'évaluation et sinon au-delà? Alors, on a plusieurs questions sur les vaccins, sur la part de vaccins chinois, le nombre de personnes vaccinées en Afrique, etc. Donc, juste pour rappeler que l'évaluation s'est concentrée sur l'année 2020, donc il n'y a pas encore de vaccins disponibles, c'était pas un objet d'étude, mais peut-être que c'est l'occasion de dire un mot sur la reconduction de l'initiative en 2021 et l'ajout de l'axe sur la vaccination et plus largement la contribution de la France pour le financement des vaccins. Et enfin, une dernière question très très large sur le rôle de l'AFD dans le secteur de la protection et de la sécurité sociale. Mais je ne sais pas si on a le temps, ça dépasse assez largement notre objet d'étude. Mais si oui, on nous demande quelle typologie de financement de l'AFD dans le secteur de la protection sociale. Je vous laisse peut-être répondre. Peut-être on démarre par toi, Agnès, sur les questions qui sont spécifiques, et peut-être nous dire un petit mot sur ce périmètre 2021, ce qui était dans le périmètre 2021 de l'initiative Santé en commun, sur les questions de vaccins en particulier, mais qui n'étaient effectivement pas traitées dans le cadre de cette évaluation. Et puis, un petit mot sur l'activité plus large protection sociale de l'AFD. Très bien. Donc, sur la question du vaccin, donc, au départ, Santé en commun n'incluait pas le périmètre du vaccin, puisqu'il y avait eu cette décision d'utiliser les mécanismes multilatéraux et en particulier COVAX. Lorsque, donc, à mesure de la mise en place de la réponse, la demande a continué d'émerger des pays pour des mécanismes de financement alternatifs, nous sommes intervenus dans le soutien de mécanismes régionaux, donc en particulier AVAT qui avait été mis en place par l'Union africaine avec le soutien d'Afreximbank. Et là, c'est là où notre travail en commun avec les banques publiques de développement en particulier, donc les banques multipays et les banques nationales, a été extrêmement important, puisque donc nous avons soutenu cette approche en fournissant un appui à Afreximbank. Et de la même manière, en Amérique latine, un appui à la CAF, à la Banque des pays des ANDA. Et donc c'est à travers ce mécanisme, je crois, que nous maintenant nous avons développé comme un mécanisme potentiel de réponse que nous avons aujourd'hui développé cette capacité de réponse à travers cette coalition de banques de développement. Donc dans le futur, c'est certainement un axe sur lequel nous travaillons, en particulier l'axe de souveraineté sur les produits de santé dans les différents espaces politiques. Et dans le post-Covid, nous sommes beaucoup intervenus sur le financement des produits de santé à travers notre filiale privée, Proparco, sur le financement de Aspen, donc encore récemment, donc un financement de 500 millions à Aspen, dont 150 millions de Proparco, le financement de Biovac, financement de l'Institut Pasteur de Dakar, à travers une approche équipe Europe. Et ce qui a changé, je crois qu'il y avait une question sur les partenariats, en particulier avec les pays européens, il y a eu clairement un virage qui s'est effectué au niveau de l'Union européenne, avec une action commune qui n'avait jamais eu lieu auparavant, cette mutualisation de l'achat du vaccin, ce développement aujourd'hui d'une stratégie de santé mondiale commune de la Commission européenne qui a été validée par les États européens, et aujourd'hui d'un dispositif
qui a eu un certain nombre de difficultés à se mettre en place, mais qui est aujourd'hui en place et dans lequel nous plaçons beaucoup d'espoir, qui est le dispositif des équipes Europe, des initiatives équipes Europe. Quelques mots sur notre action en protection sociale. Donc, la crise a vraiment révélé notre capacité d'action en protection sociale. Nous travaillons beaucoup sur la protection sociale en santé. C'est une de nos priorités. C'est une des priorités de la stratégie en santé mondiale de la France. Et c'est dans notre feuille de route. Et nous avons aujourd'hui de nombreux projets et de nombreux dialogues sur la mise en place des institutions de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, cette année en particulier, au Maroc, en Égypte, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon et au Kenya. Et il y a une très très forte demande qui d'ailleurs dépasse aujourd'hui notre capacité de réponse sur le savoir-faire de la France sur la protection sociale. Nous sommes connus pour notre beau système de protection sociale, même si aujourd'hui il est quelque peu en difficulté, mais sur la construction des institutions de protection sociale. Et c'est notre grande priorité aujourd'hui, à la fois donc la protection sociale en santé, mais également la question du vieillissement et la question plus importante encore pour de nombreux pays, de l'adaptation au changement climatique et la question de la protection sociale adaptative, c'est-à-dire comment mettre en place un système qui appuie les populations vulnérables au changement climatique, vulnérables aux inondations, aux sécheresses, et qui ont besoin très souvent de mécanismes de soutien et malheureusement très souvent de mécanismes de soutien à la nutrition, à la sécurité alimentaire. Et cela, ça se fait beaucoup à travers les politiques de protection sociale. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup avec le programme alimentaire mondial particulièrement, mais également avec les banques de développement, la Banque mondiale, la Banque asiatique et le Bureau international du travail pour travailler sur les socles de protection sociale. Donc, une grande priorité qui vraiment s'est accentuée et qui est également une leçon apprise de santé en commun et de cette crise Covid. Merci Agnès. Monsieur Conti, souhaitez-vous rajouter quelques mots? Peut-être 2 points très brièvement pour dire, mais Agnès a été très, très complète sur la normalisation d'un certain nombre de leçons de la crise Covid dans notre action en matière de développement en santé par nos différents canaux, notamment l'action de l'Agence française de développement. Donc il y a une attention particulière posée au jeu de la préparation des pays partenaires. Alors, jeu de la souveraineté, Agnès en parlait, avec toute une action en matière de production régionale en santé visant à renforcer les capacités productives des partenaires en développement en Afrique notamment pour qu'ils puissent eux-mêmes produire des vaccins et du coup, en cas de crise future, avoir la capacité de répondre aux besoins au niveau local. Il y avait une question sur la coopération entre les différents canaux bilatéraux. Donc cette coopération, elle a évidemment lieu au niveau central dans le dialogue institutionnel entre agences de développement d'une part, entre le ministère du développement d'autre part, mais elle a surtout lieu au niveau local, puisque au niveau local, nos agences, les services de coopération et d'action culturelle sont en dialogue quotidien avec les autres partenaires locaux, notamment les autres agences et acteurs du développement des pays partenaires. Alors évidemment, cette coopération, elle est normalement extrêmement fluide. Simplement, il y a une question d'articulation et d'efficacité de cette coopération dans une urgence aussi forte que le système Covid, surtout dans un contexte, comme on l'a vu, où il était donné comme instruction d'aller très très vite. Vous avez vu les graphiques en matière de décaissement en 2020. Si on a des décaissements forts dès avril 2020, alors que la crise a vraiment éclaté peu de temps avant, parfois ça s'est fait peut-être aussi en effet au dépend du dialogue au niveau local, ou en tout cas au dépend d'une parfaite prise en compte du dialogue qui avait lieu au niveau local. Merci. Nous arrivons au terme de notre séance. Je voulais vous remercier et convier Laetitia Huillard et Thomas Mélonio pour quelques mots de conclusion. Madame Huillard. Moi, je voulais juste en conclusion de cette session, d'abord
souligner, remercier à nouveau d'abord l'AFD pour cet immense effort de transparence et de redevabilité de l'agence qui évidemment reflète l'engagement de l'AFD à rendre compte de ses actions, et c'est absolument extraordinaire, et voilà, l'importance qui a été soulignée de confier des évaluations évidemment à des acteurs qui ont une indépendance tout en gardant un lien qui permet cet échange. Le groupe de référence a été particulièrement riche justement dans cette discussion, dans ce dialogue à la fois en interne et en externe. Évidemment, remercier à nouveau le travail d'évaluation par les équipes d'évaluation qui était un travail absolument conséquent et avec un engagement et une rigueur qu'il faut souligner. Je tiens à remercier à nouveau les personnels de l'AFD pour leur soutien, pour l'organisation de ces groupes, pour leur accompagnement, et évidemment l'ensemble des membres du groupe de référence, puisque c'est eux qui ont contribué à la richesse de ces travaux, et certainement, je ne fais que représenter ce groupe-là. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt très important à poursuivre ces efforts de penser et de voir, de tirer les enseignements de la crise. Donc ces travaux qui ont déjà été un petit peu illustrés, ce qui a été présenté au niveau de la direction santé, on voit bien que c'est quelque chose qui a eu lieu après la crise Covid et qui s'ancre aussi dans ce qui va modifier la façon d'approcher la problématique et de la crise dans le champ de la santé. On voit aussi que les travaux de l'ECDE ils apporteront vraiment un éclairage qui est précieux pour renforcer notre capacité à faire face aux futures crises. Notre collègue a mentionné la sorte de volonté de tourner la page. Je crois que pour tous les acteurs qui étaient en première ligne pendant la crise, on a eu un moment un petit peu d'envie de regarder plus loin, d'envie de se dire qu'on était au-delà de la crise Covid. Je crois que la responsabilité collective qu'on porte tous, aussi bien en tant qu'individus, institutions, décideurs, c'est de ne pas tourner la page et c'est de s'assurer que les enseignements de la crise Covid, ils ont bien modifié notre façon de nous organiser et de travailler, parce que la responsabilité à l'arrivée d'une crise aussi immense, et on n'est pas complètement structuré pour pouvoir y faire face de façon fluide, évidemment, vu l'échelle de ce type de crise, sera re-questionnée en cas de crise future où on n'aura peut-être pas tiré la totalité des enseignements de cette crise. Évidemment, ce qu'on sait, c'est que la prochaine crise ne sera pas une crise Covid-19, elle ne sera donc pas identique, et que ce qui est important, c'est de voir au-delà des problématiques très spécifiques de cette crise, de pouvoir avoir des analyses, des recommandations qui vont nous permettre de capitaliser sur les apprentissages de la crise Covid pour faire face à des crises différentes, qui auront des dimensions qui peuvent être complètement variables. Néanmoins, les process d'apprentissage au cours de cette crise sont réutilisables. On voit bien que cet enjeu de vision globale, à la fois en termes d'enjeux, et on a parlé santé, sociale, c'est fondamental, des temporalités, des enjeux de priorisation en termes d'égalité, d'équité dans les supports qui sont apportés, sont des enjeux extrêmement importants et qui ne sont pas spécifiques à la crise Covid. Moi, je salue l'élargissement de l'action sur l'action sociale au-delà de la santé à proprement parler. On voit bien aussi que les enjeux de tension qui ont posé, et dans toutes les institutions, sur des équipes qui étaient en surcharge de travail et qui ont dû porter une quantité de travail absolument gigantesque, nous interrogent tous sur comment est-ce qu'on fait des institutions qui sont plus agiles, qui sont plus flexibles dans les process, tout en respectant évidemment les cadres de ces institutions, et comment on s'économise tous collectivement en se coordonnant de façon beaucoup plus efficiente. Donc ces enjeux d'agilité, de flexibilité, de coordination, ils ont été largement partagés et ils sont absolument essentiels, et ça rejoint l'idée que ce qu'on fait en temps de paix, dans les partenariats, dans les réseaux, dans les infrastructures qui sont existantes, sont absolument essentiels et absolument fondamentaux pour pouvoir traverser ces crises qui seront de toute façon de nature différente. Donc je remercie l'AFD aussi de m'avoir fait participer à ce groupe de référence et que j'ai eu le plaisir de présider. Évidemment, l'AFD a maintenant
ce travail à poursuivre pour la mise en œuvre des recommandations, pour le suivi, la réévaluation de cette mise en œuvre. On voit que les travaux sont déjà bien engagés depuis la crise. Et je vous remercie également pour votre participation active et puis les questions qui sont toujours éclairantes sur la façon dont sont perçus ces travaux. Et c'est aussi fondamental pour nous. Un grand merci. Merci. Thomas. À mon tour de remercier à la fois les collègues qui ont été impliqués dans l'évaluation elle-même et dans cette restitution, ainsi que tous les partenaires extérieurs à l'AFD, mais qui, je crois, ont apporté leur engagement et leur crédibilité. Peut-être un mot pour revenir sur l'origine de cette évaluation. Elle avait été demandée au départ en conseil d'administration de l'AFD, à la fois par des parlementaires, représentants de l'État, parce qu'il y avait évidemment un intérêt très fort à tirer les leçons de l'action de crise dans la première phase, disons, de l'épidémie de Covid-19. Pourquoi ce mot? Tout simplement pour rappeler que l'AFD n'agit pas par elle-même, mais elle a un contrôle au niveau du conseil d'administration, également une surveillance qui est opérée par le Parlement, ou des orientations qui sont données par le Parlement. Et je dis ça parce que cette évaluation sur la Covid, l'action de l'AFD pour la première phase de la réponse à la Covid-19 n'est pas un exercice isolé. On a un très grand nombre d'évaluations qui sont conduites avec des partenaires extérieurs. Donc moi, je vous invite, si vous vous intéressez à l'évaluation, à consulter soit l'open data de l'AFD qui vient d'être rénové et qui vous propose quasiment 200 résumés ou textes enseignements des évaluations. Ça vaut en tant que citoyen si vous êtes en France, mais aussi dans des pays en développement ou dans les outre-mer français, si vous vous intéressez à la conduite des politiques publiques et aux leçons qu'on peut tirer d'interventions d'un bailleur tel que l'AFD, mais qui souvent, en réalité, sont des leçons qui ont une portée plus générale que la seule AFD. L'AFD est en fait un des acteurs en France qui commandite ou finance le plus grand nombre d'évaluations. C'est le constat qu'on avait fait l'année dernière avec l'équipe d'évaluation. Et donc, je vous invite à vous emparer, consulter ces documents. Nous essaierons également de faire très régulièrement des événements comme celui-ci, dès lors qu'une évaluation a une portée, je crois, générale, avec des enseignements qui sont riches, assez variés, pour en permanence améliorer l'action de l'AFD et la redevabilité et la transparence vis-à-vis du public. Donc, je remercie enfin les participants à cette session pour les questions que vous avez pu poser. Si certaines questions n'ont pas été traitées, nous essaierons d'y revenir dans les jours qui viennent, mais je vous donne rendez-vous pour d'autres sessions. Et encore une fois, vos commentaires sont toujours les bienvenus. On est une agence publique, donc avec ce sens, je crois, du service public, et nous entendons parfaitement les interrogations, questions qui sont posées. Elles ont encore été aujourd'hui sur l'efficacité de l'action internationale. Et donc, c'est notre responsabilité, je crois, d'essayer d'y répondre comme on a tenté de le faire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Rendez-vous. À très bientôt, j'espère. Et portez-vous bien. Merci. Merci, Thomas.